Et bonjour à tous, bienvenue dans Pas le temps de jouer épisode 6. Donc Pas le temps de jouer, c'est le podcast des explorateurs du backlog. On revient sur tous ces jeux qu'on a achetés pendant les soldes de Steam, voir si c'est toujours intéressant de les acheter, d'y jouer, de revenir dessus. Je suis avec mon acolyte Bruno, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bon écoute, ça va tranquillement. Il fait beau, voilà, on prend enfin le temps de pouvoir enregistrer avec quelques petits problèmes techniques la semaine dernière, de logistique. De logistique, oui. Ouais, et technique aussi du coup, mais bref. Bref, les enfants, ça fait du bruit. C'est ça. Bon, cette semaine, ce mois-ci d'ailleurs, pas cette semaine, ce mois-ci, on va parler toute une trilogie. Dis-moi, c'est quoi ? Ben moi, c'est l'Epic Game Store qui m'a fait revenir sur ma parole de plus jamais faire de jeu Unreal Engine 3 de l'époque pré-2010. Puisqu'ils ont offert la trilogie Batman, et vu que j'avais déjà fait les deux premiers mais pas le troisième, j'ai refait toute la trilogie sur PC, en Full HD, c'est un peu mieux, et puis je vais dire si ça vaut toujours le coup. Ouais, c'est quand même des jeux comme ça, c'est récent. Oui. Ouais, moi je tiens à jamais mes promesses, donc je pensais parler de Nier Automata, j'ai pas assez avancé, du coup j'ai parlé d'un autre jeu que j'ai fini il y a quelques mois. Et je pense que c'est intéressant d'en revenir dessus, c'est Titanfall 2. Oui, et puis j'y ai joué aussi, comme ça on pourra bien échanger. Mm. Bon, écoute, ça marche, pas le temps de jouer, c'est parti. Première partie, ton segment comme d'hab, on commence par toi Bruno, tu vas nous parler de Batman, la série, la trilogie, la dernière qui est sortie en fait. Oui, enfin des trilogies Batman, il y en a plein, parce que t'as les Batman Lego aussi. En venant dans les Batman un peu sérieux. Dans les Batman sérieux, ouais, donc moi j'ai parlé de la trilogie de Rocksteady. Alors on dit trilogie, il y a eu un quatrième, hein, mais j'en parlerai rapidement du 4. Enfin, c'est pas le 4, c'est le 3.1. Ouais. Ou 2.1 même. Alors, c'est des jeux... C'est surtout que c'est une trilogie qui est vachement intéressante, parce que le premier Batman, quand il est sorti, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais il a pris un peu tout le monde par surprise. Oui, je crois que c'était... il était inattendu en termes de gameplay. Oui, c'était inattendu, parce qu'en fait, quand il avait été annoncé, c'était un jeu à licence Batman, fait par un studio pas très connu, c'était Rocksteady. À l'époque, ils n'avaient pas fait... tant de choses que ça. C'était un jeu avec l'Unreal Engine 3 comme tous les jeux de l'époque, c'était un TPS, voilà, et puis il n'y avait pas eu une grosse communication dessus, quoi. Et quand il est sorti, c'était un putain de bon jeu. Alors moi, je me suis intéressé pour savoir si est-ce qu'aujourd'hui c'était toujours valable, parce que, comme souvent dans le genre de jeu, c'est un jeu qui a introduit énormément de choses qu'on retrouve aujourd'hui partout. Et souvent les précurseurs dans ce genre de cas ils vieillissent mal. Remember Resident Evil 4, que je trouve injouable aujourd'hui, alors qu'il a révolutionné le genre et que tous les jeux qui sont sortis après en TPS ont pioché chez lui, quoi. Alors, du coup, le premier il est sorti en 2008, donc c'est, tu vois, c'est pas si loin que ça après... C'est le début de la génération, quoi, PS3 ? Ouais, PS3, Xbox 360, quoi, c'est Gears of War 2. En comparaison. Est-ce que c'est marron ? Et il est... alors oui, c'est de l'Unreal Engine, hein, faut pas se leurrer. Alors c'est marron, c'est gris, c'est les mêmes textures... Enfin, tous les défauts de l'Unreal Engine de l'époque, avec des textures un peu cracra quand tu zoomes, même sur PC. Hein. Au début, je me suis dit, tiens, il avait bien vieilli, je suis tombé sur des scènes où vraiment, non, c'était pas cool. Mais bon, ça, j'y reviens ensuite. C'est un jeu, comme je dis, qui a pris tout le monde par surprise, parce qu'il a vraiment apporté plein de trucs. C'est un jeu déjà qui a énormément de phases de gameplay différentes. Il y a des phases de beat'em all où tu combats dans des arènes avec des ennemis,
et qui était incroyable pour l'époque, la façon dont c'était fait, avec des animations semi-procédurales, tu sais, des liaisons entre les animations qui étaient hyper fluides, qui donnaient vraiment un sentiment de fou dans le combat qu'on n'avait jamais eu dans un beat'em all de ce genre-là. Le j'avais, c'était que ça avait l'enchaînement qui était très naturel, c'était... Oui, en fait, ils avaient utilisé une technologie qui, pour moi, la première fois que j'ai vu ça, où en gros, toutes les phases entre les différentes animations qui, elles, sont détaillées par les animateurs, les transitions entre les animations sont faites de façon procédurale. Donc, en gros, il n'y a pas de cassure, jamais, entre la fin d'une animation et le début d'une autre. Et du coup, ils avaient un système de combat comme ça qui était hyper basique, au demeurant, hein, parce que c'était un système de combat à 3 ou 4 boutons. Enfin, t'avais un bouton pour taper, un bouton pour esquiver, et un bouton pour contrer, quoi. En gros, je schématise, mais c'est un peu ça. Mais il y avait vraiment un sentiment, du coup, de vraiment fluide, vraiment agréable dans ces combats-là, et qui était vraiment super nouveau pour l'époque. On lui a reproché que c'était un petit peu simpliste, et ça l'est, clairement, hein. Quand tu le rejoues aujourd'hui, le premier, les combats, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, mais... est-ce qu'au final, le côté effectivement très organique des combats, très naturel, vu la simplicité, au bout d'un moment, en fait, tu t'ennuies, quoi, non? Alors, oui et non, ils ont quand même beaucoup bossé sur des différents types d'ennemis, donc t'as des ennemis qui t'obligent à faire certains gimmicks, et donc quand ils varient les ennemis, par exemple ceux qui ont des armes à feu, que t'es obligé d'aller désarmer en premier, ceux qui ont des boucliers, enfin il y a plein de petites choses comme ça qui font que les combats sont pas... comment dire, ça reste répétitif, ça reste simple, mais bon, t'as quand même une progression dans le truc, sans que ce soit non plus de la folie, hein. Faut pas s'attendre, comme je disais, le système reste relativement basique, malgré tout le jeu. Et c'est d'ailleurs le problème aujourd'hui de ce Batman-là, parce que tout le reste a vraiment bien vieilli. Le reste du jeu est un mélange entre c'est un Metroidvania d'infiltration, en fait. Parce que tout le reste du gameplay, ça va être ça, c'est des phases... Ah mais franchement, ouais, bah écoute... Alors Metroidvania, très très linéaire, hein. Tu te perds pas souvent, on te donne clairement ton objectif, tu sais où c'est, mais tu te balades dans tout l'asile d'Arkham, où tu passes de pièce en pièce, tu débloques des nouvelles options qui te permettent de revenir sur un passage que tu avais déjà exploré, et cette fois, t'as la Bat-Griffe qui te permet d'ouvrir les trappes à distance, tu vois, ce genre de choses, qui te débloquent des passages au fur et à mesure et qui te font progresser dans le truc. Tu passes dans tout l'asile d'Arkham? Alors tu te balades dans tout l'asile d'Arkham, tu fais vraiment des allers-retours, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un Metroidvania, tu vas vraiment repasser plusieurs fois par les mêmes trucs, mais avec beaucoup de changements. C'est vraiment un jeu qui a une rythmique dans sa narration qui est super maîtrisée, super chiadée, qui fait que même quand ils te font repasser dans un truc que tu pensais avoir complètement écumé, bah non, il y a un twist, il y a quelque chose, il y a Poison Ivy qui a pris le contrôle, donc t'as des plantes partout, ou t'as des nouveaux ennemis, ou t'as... Ouais, elle fait équipe avec le bouffon vert pour contrôler Metropolis, c'est ça? Ah, arrête. Écoutez les auditeurs, je suis un grand expert, effectivement, du MCU, bien sûr. Alors, moi je suis pas un expert de Batman, du tout, je prétends pas l'être, mais par contre, ce qui se transpire dans le jeu aussi, c'est ça, c'est que il y a un respect de la licence de Batman qui est phénoménal. Il y a des easter eggs partout, il y a du fanservice, mais bien intégré, c'est-à-dire c'est pas gratuit. C'est vraiment, si t'as envie de fouiller, tu trouveras toujours un petit truc, un petit machin, un petit bidule qui te renvoie à un personnage plus ou moins obscur de l'univers. Alors, c'est bien pour les fans, quoi. C'est super bien pour les fans, et le premier à cet avantage, c'est que tu es t'as quand même les figures iconiques de Batman. Tu affrontes le Joker, tu affrontes Poison Ivy, tu affrontes Croc, bon il est un peu moins connu lui éventuellement, mais t'es quand même dans l'épouvantail, enfin voilà. Alors je t'avoue, moi Batman c'est pas du tout ma cam. Le dernier jeu Batman que j'ai joué c'était sur NES, donc c'est pour dire à quel point c'était il y a longtemps. Et si j'aimais beaucoup la série animée Batman, mais après ça derrière, c'est pas un univers qui m'attire énormément. Donc alors moi c'est pas un univers qui m'attire non plus plus que ça, mais comme je te dis quoi, là vraiment le mélange d'infiltration. Oui, après que le jeu est bien, etc., l'histoire est correcte, bon, tu peux réaccrocher l'univers quand même. Ouais,
Et puis graphiquement, t'es dans un truc vraiment un Batman à mi-chemin. T'as une inspiration Tim Burton comics, tu vois. T'es à mi-chemin entre les deux. Alors, on retrouve d'ailleurs pas Batman et Robin. dans le... Non. Non, pas Batman. Désolé, je vais troller un peu parce que. Non, mais y a pas de souci. Non, mais t'es vraiment dans le truc, tu sais, vraiment le Arkham gothique. Voilà. Et bon, alors comme je disais, c'est l'Unreal Engine, il y a des défauts de texture, les ennemis sont un peu comme dans Gear of War, tu sais, très, très larges, ils sont musclés. très épais. Ouais, c'est très épais comme design. Mais bon, dans l'aspect comics du truc, ça passe. Et les phases d'infiltration, écoute, moi j'aime pas l'infiltration. Du tout. Mais dans ce jeu-là, je prends un pied énorme à le faire. Parce qu'en fait, c'est pas de l'infiltration au sens pur du truc, c'est qu'on te demande de nettoyer une scène, et la façon une zone, et la façon la plus simple de le faire, c'est de les éliminer un par un. Et là, tu te sens vraiment comme le prédateur. C'est à la fois la proie et le prédateur. C'est ça qui est génial, parce que tu es faible. C'est-à-dire que si les mecs sont armés avec des flingues, en 2-3 balles, tu vas crever, et donc, voilà, tu fais pas le mariole. Mais du coup, tu vas essayer de les choper un par un discrètement sans te faire repérer, et du coup, ils deviennent de plus en plus nerveux. Ouais, donc le plaisir, c'est de savoir dans quel ordre tu vas attaquer tes ennemis. Et tu vois leur réaction, c'est-à-dire tu les vois qui commencent à paniquer, qui commencent à tirer n'importe où parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et ça, c'est génial, quoi. Il y a vraiment ce côté Batman, prédateur, tu vois, comme je dis, le mélange proie-prédateur qui joue à fond sur ces scènes-là. Parce que bon, bah, tu fais une erreur, tu la payes cash et tu recommences la zone. Mais au final, c'est jamais trop long non plus. C'est des trucs, t'en as 7-8, et c'est de plus en plus difficile. Et comme je dis, c'est vraiment un jeu qui a hyper maîtrisé son rythme et la façon dont il fait évoluer le personnage et le jeu. Les gadgets qu'on te donne sont de plus en plus balèzes, mais en même temps, les ennemis progressent de la même façon. Enfin, il y a vraiment un truc qui est hyper fluide et qui fait que j'ai pas décroché du tout. Le premier, je l'ai fait quasiment d'une traite. Très long ou pas? Non, c'est du 9h, 10h si tu... Voilà. Après, si tu veux le 100%, il y a des trophées partout. Il y a des trucs, des énigmes dans tous les sens. Enfin voilà, il y a moyen si tu veux vraiment écumer le jeu... Il y a de la matière. Ah, complètement. Tu dois avoir, je sais plus, 240 trophées de l'homme mystère à choper. Enfin, voilà, et il y en a vraiment partout, quoi. Et c'est souvent des petites énigmes. Mais tu vois, ça c'est encore une fois, pareil, elles sont vachement bien intégrées dans l'univers de Batman, c'est bien foutu, quoi. Moi je suis pas fan des complétionnistes, enfin de la complétion comme ça des trucs, j'en ai absolument rien à faire d'avoir le 100%. Voilà. Et donc voilà. Mais par contre l'histoire principale est bien. Le défaut du jeu, et ce qui lui a été beaucoup reproché, c'est, donc comme je disais, c'est ses combats et ses boss. Les boss sont clairement pas inspirés. Ils sont... c'est souvent la même technique en plus, et voilà, c'est vraiment des passages qui sont pas très agréables et qui sont pas très durs. Et la fin, bon, je vais pas spoiler, mais ouais, le boss de fin, et là pour le coup, tu comprends pas. Après avoir fait un tel respect de l'univers de Batman, ce qu'ils ont foutu sur le boss de fin, ça a aucun sens. Mais par contre, voilà, en sortie de ça, c'est vraiment un très bon jeu sur lequel j'ai vraiment pris un pied énorme à le refaire, parce que t'es vraiment à fond, et la progression, comme je te dis, le rythme, salle d'infiltration, combat, exploration, énigme, parce que t'as une petite partie, alors ils appellent ça des phases de détective, mais c'est vraiment c'est basique, mais c'est pas grave, tu te prends au jeu, quoi, où tu dois scanner une zone et trouver des indices, et puis tu te mets à suivre les indices à travers l'asile pour retrouver ton chemin. Enfin, il y a plein de petites idées. Il y a les phases de l'épouvantail dont on a beaucoup parlé à l'époque, qui changeaient complètement de gameplay, et lui c'est le seul boss qui est vraiment bien du jeu d'ailleurs. Mais voilà, c'est un jeu qui a marqué vraiment l'époque pour la façon dont il alternait comme ça ses phases de gameplay dans un TPS. Il le faisait vraiment très bien, et ouais, et l'histoire est bien, quoi. Enfin, le Joker dedans, il est génial. C'est un très très bon Joker. Alors on est très loin de celui du cinéma, ou de Nolan ou autre. Dire, ça tombe la semaine où le Joker est sorti au cinéma. Ouais, alors je l'ai pas vu, donc je pourrais pas te dire mais non, là t'es vraiment dans le Joker cartoon, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que... mais qui est...
encore une fois, le scénario est vachement bien, quoi. Donc on est plutôt d'une inspiration plutôt Burton que Nolan. D'accord. Exactement. Le premier, ouais, Burton, oui. Burton Comics, Mm. c'est ce que je te dis, un mélange des deux, vraiment. Et ça colle vraiment bien, quoi. Encore une fois, tu vois, les petits reproches que tu vas lui faire, c'est des trucs basiques, c'est genre les dialogues. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. Euh, c'est Batman, dans ces phases-là, il te laisse le contrôle du personnage, mais en même temps, tu peux rien faire. C'est très bizarre comme truc. C'est-à-dire que le personnage est en train de parler, donc il tient son oreillette, et du coup, tu peux te déplacer, mais tu peux pas progresser dans le jeu. Tu peux pas interagir, tu peux pas ouvrir de porte, tu peux pas... Il y a plein de jeux qui font ça. Du coup, il y a plein de jeux qui font ça, et du coup, mais là vraiment, c'est assez souvent, et du coup, tu te retrouves souvent à tourner en rond dans la salle en attendant que le dialogue se termine, quoi. Bon, quand on est là à reprocher des trucs comme ça à un jeu, c'est que le reste, ça va, quoi. Et comme je te dis, donc à part le système de combat qui est un peu simple et les boss un peu nazes, aujourd'hui il se refait vraiment sans problème. Il a pas vieilli. Moi, le dernier reproche que je lui ferais, c'est aussi un des jeux qui a introduit cette espèce de vision magique, tu sais. Oui, comme sous les Tomb Raider par exemple. Ouais, où t'appuies sur une touche et puis tout est en bleu et juste les éléments. Et en fait, du coup, dans le premier particulièrement, tu fais quasiment tout le jeu avec cette vue-là. Et ça, c'est quand même du coup un peu dommage parce qu'il y a des décors que je te jure, je les ai pas vus, quoi. Il y a des niveaux entiers que j'ai fait en vue scanner. Et du coup, bah, tu perds le boulot sur les textures, tu perds plein de choses. Après, c'est Batman, hein, c'est ses gadgets, etc. C'est ça. Oui, mais c'est dommage. C'est moins choquant que Je veux sur dire, Last of Us où tu tends l'oreille et puis. Alors non, c'est pas choquant d'un point de vue intégration, je trouve l'idée très très bonne. En plus, ça joue encore une fois dans ces phases d'infiltration, etc. Non, c'est juste dommage parce que Oui, il accentue j'en vraiment... abuse. C'est là que finalement tu vois quand même jeu la trilogie Tomb Raider, le reboot, finalement dans les niveaux de difficulté, tu peux effectivement supprimer cette option-là justement pour. Oui, mais tu vois, dans Tomb Raider, ça met les options, les objets en surbrillance. Là, c'est tout le niveau qui devient bleu, qui en fait, il y a une espèce d'une shader ou une texture qui fait que tout est en vision, pas comme une vision nocturne, mais presque, tu vois. Ça modifie l'intégralité des textures du jeu, quoi. Ouais, et du coup, et c'est là où je te dis que c'est dommage, c'est que du coup, tu vois plus Je fais pas le jeu en fait, ouais. le décor. Bon, c'est pas très grave, mais je sais que le premier, c'est vraiment celui-là, tu le fais quasiment entièrement dans cette vue-là, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'était le premier, et puis bah, du coup ils ont enchaîné, parce que le succès a été critique et public, le jeu a bien marché, quoi. Et comme souvent dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe quand on fait un 2 ? Eh ben ils sont partis dans l'open space, dans l'open world. Oui, ils sont allés dans l'espace, oui, effectivement. Ils sont allés dans l'espace, ouais. Donc ils ont ouvert, ils ont fait un petit open world pour la suite. Et... Arrêtez de faire les open world, s'il vous plaît. Et voilà, moi je l'ai rushé. Je l'avais rushé à l'époque, parce que les quêtes, tu sais, toujours les mêmes, répétées 5-6 fois. Alors elles sont pas inintéressantes en soi, c'est pas le problème, c'est juste... Voilà. Et t'en as partout, tout le temps, des Non, trucs. mais surtout, pour faire un petit aparté sur les open world, j'aime beaucoup les open world, mais dans 99% des cas, c'est raté parce que pour que un open world marche, il faut que ce que on te propose dedans soit intéressant. Et que bien souvent, c'est du remplissage à la Ubisoft, etc. Et c'est l'horreur. Enfin, pour moi, je trouve ça... c'est tout sauf intéressant, quoi. Et effectivement, tu te retrouves à rusher à la trame principale parce que les quêtes annexes, c'est chiant, mais c'est horrible. Alors là, les quêtes annexes... Coucou Far Cry, oui. Là, les quêtes annexes sont pas inintéressantes. Encore une fois, bon, certaines si, hein. Il y a des trucs... Est-ce qu'on est du niveau d'un Witcher 3 ? Bah je sais pas, j'y ai pas joué. Mais non, mais je sais pas, tu vois, il y a un truc, en plus, vu que le rythme était quand même super maîtrisé dans le premier, moi quand j'ai enchaîné le 2 derrière, je m'attendais vraiment à retrouver ça, cette tension dans l'histoire qui monte crescendo, et l'open world c'est l'anti ça. Quand tu as une mission où on t'explique que machin a été kidnappé et qu'il faut vite ça, te c'est toujours dépêcher. C'est rigoler quand dans un open world et que effectivement te dit non mais là il est en danger, il va mourir très vite, il faut y aller en urgence. Et toi tu sais à faire, bah tu vas aller récupérer des bâtons et des champignons et tu vas passer 3 heures à faire autre chose, quoi. Exactement. Et ça c'est quand même moi un truc
voilà, qui me dérange à chaque fois que je joue ce genre de jeu, c'est ça. Euh, Après, le 2 est un plus-plus. C'est impressionnant. Ils ont corrigé, d'un point de vue gameplay, tous les défauts du 1 sont corrigés dans le 2. Vraiment phénoménal. T'as des options de combat beaucoup plus poussées, du coup les combats sont plus durs, plus variés, parce qu'ils ont varié les types d'ennemis, mais toi ils t'ont donné plus d'options aussi pour faire des combos ou des systèmes, voilà, t'en sortir un peu mieux. L'infiltration, ils t'ont donné plus de gadgets, et des gadgets vachement marrants, pour que ça soit plus fluide et plus varié. Donc, et ils ont rajouté des boss, et pas qu'un peu, ils en font plein. Il y a plein de boss différents, et là je parle vraiment d'être un principal. Il y a vraiment... Voilà, c'est un jeu qui est généreux, qui en file plein, Alors, est-ce que et c'est qui... pas 1.5 ou c'est vraiment un nouveau jeu? Non, là pour le coup... Bah, il reprend vraiment les fondamentaux du premier, tu vois, mais il pousse tellement le taquet dessus que non, c'est pas une suite au rabais, quoi. C'est Non, mais vraiment... pas forcément D'ailleurs, cette logique-là, parce qu'il y a plein de jeux qui sont les suites d'un jeu. Tu peux prendre le Borderlands 2, tu peux prendre Mhm. le deuxième Tomb Raider, etc., qui sont des jeux qui sont très bien, il n'y a pas de problème, mais qui sont finalement le premier en plus. Moi, ça me va, hein, franchement, j'aime Alors, bien avoir des suites, d'avoir des 1.5, ça me pose aucun problème. Mais tu vois, bah, est-ce que au bout d'un moment, si c'est juste rajouter plus, en général, au bout du troisième opus, ouais, bah alors je pense que justement, tu vois, c'est le paradoxe, c'est que le fait de partir open world, ça leur permet justement de pas proposer hmm. exactement la même recette, et du coup, de... de toi, c'est toi qui te fais ta variété, en fait, si t'as envie de faire de l'infiltration, si t'as envie à un moment de changer de gameplay, tu peux le faire. Moi, je te dis, je suis pas fan de ça, parce que je trouve que ça morcelle la narration, et que ça ralentit la façon dont c'est fait, mais non, franchement, ils ont vraiment bossé leur truc, et c'est pas du tout c'est même pas un 1.5, quoi. Ouais. Ils ont vraiment construit sur leur base, et ils se sont développés là-dessus de façon impressionnante. Moi, j'ai rarement vu une suite arriver aussi bien à améliorer tout ce qui pouvait Donc on l'être. est vraiment Presque. dans une suite, mais avec une nouvelle proposition et en améliorant tous les points du premier qui étaient bons. Exact. Voilà, ça reprend vraiment les bases du premier, et ça construit complètement autre chose. Alors bon, l'histoire est un petit peu plus... du coup, un peu plus morcelée, un peu plus complexe. Encore une fois, et elle est un peu plus naze aussi. Enfin, je suis désolé, mais là, tu vois, justement, tu rentres plus dans le lore de Batman. C'est des personnages qui sont clairement moins connus, qui interviennent. Euh, et, et des fois, elle est complexe pour pas grand-chose. C'est-à-dire que quand tu vois au final les tenants et les aboutissants, tu fais bon, soit. Alors que dans le premier, c'est tout le problème quand t'as un personnage comme le Joker, c'est que le Joker, il peut monter des plans qui ont ni queue ni tête dans le premier Batman. C'est pas grave, c'est le Joker. Voilà, il fait ça pour s'amuser, donc il s'en fout de faire des trucs qui ont aucun sens. C'est le Joker. C'est un personnage qui n'a aucun sens. C'est sa raison d'être. Alors que dès que tu essayes de mettre en place des machinations plus complexes, là tu retombes dans le côté comics, tu sais, un petit peu alambiqué pour pas grand chose. Mais bon, peut-être parce que je l'ai rushé, comme je te dis, hein, je crois que j'ai rarement autant rushé un open world de ma vie, je l'ai fini, j'ai fini la trame principale, le jeu m'a annoncé que j'avais fait 30% J'ai une du jeu. question par rapport à ça. T'as pas de système d'expérience, ce genre de choses? C'est de la compétence qu'on gagne surtout, Alors, j'imagine. tu gagnes des points, tu peux débloquer des bonus. C'est pas vraiment, dans les deux premiers, t'as pas un skill tree. Tu vas débloquer des améliorations, un peu plus d'armure, un peu plus de... voilà, des combos spéciaux de... Voilà. Si Tu je vas pose la débloquer... question, c'est juste pour savoir si tu vois, tu peux rusher la train principale et tu te trouves pas bloqué et d'être dans ce syndrome de t'es obligé de faire des quêtes annexes nulles pour avoir les Hmm. compétences qui te permettent d'avancer dans la train principale. Ce qui est horrible, enfin quand c'est mal fait, hein. Alors, dans le 2, j'ai pas du tout eu le problème. Comme je te dis, j'ai fini le jeu m'a annoncé que j'avais fait 35% du jeu. Et j'ai été pas... Alors oui, quand je regardais, c'est clair qu'il me manquait plein d'améliorations à mon personnage, mais dans les combats, etc., bon, sur la fin, j'ai dû recommencer quelques-uns, mais sans vraiment me sentir, tu sais, Oui. sous, sous puissant et avoir besoin d'aller faire du grind pendant des heures. J'ai vraiment pas eu cette sensation-là. Euh, il a... Le 2 est un... Alors, je trouve qu'il a un peu moins bien... C'est un paradoxe, parce qu'il est plus beau que le 1,
Et pourtant, là, tu sais, c'est un open world très ramassé. Et là, l'architecture gothico, Unreal Engine, sur des bâtiments qui sont un peu petits, etc. Je sais pas, il y a un truc qui m'a moins C'est plu. plus dans la direction artistique du coup. Qui pose problème. Ben, je pense que c'était des limitations techniques aussi. C'est le fait de faire un open world sur PS3 impose des contraintes qu'ils avaient pas quand ils faisaient des trucs très cloisonnés, tu vois. Et je sais pas, il y a quelque chose. Il est pas. Après, comme je te dis, il est plus beau. Il y a plein de scènes qui sont vraiment bien et il y a vraiment des super bonnes idées. Et encore une fois, les boss sont déchirent. Le scénario, quand ce qu'on t'a vendu comme l'étape principale s'arrête, il termine en apothéose et de façon super. La fin est géniale. Donc c'était vraiment un bon jeu, quoi. Mais je préfère le 1. C'est con. Hein. Tu sais, on en revient toujours au même, quoi. Malgré tout, c'est le 1 qui a apporté toutes les bases. L'autre améliore tout. Mais du fait de sa narration plus décousue, moi j'étais moins à fond, quoi. Et que l'histoire m'a moins plu, en fait, tout simplement. Et puis aussi un dernier point de détail, c'est qu'à force d'en rajouter, le menu des gadgets, il commence, à la fin c'est clairement le bordel, quoi. C'est que... Ils utilisent comme beaucoup de jeux, ils utilisent la croix directionnelle, tu sais. Avec une brouette avec les accessoires et il fait attendez, il faut que je choisisse. Ouais, il y a un peu de ça, et puis vu que c'est quand même des gadgets qui te permettent d'ouvrir les passages, tu sais que c'est comme dans Metroid, donc t'es obligé de switcher en permanence, et il y a des moments où tu fais un couloir et t'es obligé de changer 4 fois de gadget. Enfin, c'est tout con, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, mais c'est comme ça. C'est un très bon jeu, mais ouais. Je pense que c'est principalement le fait que j'ai moins aimé l'histoire parce que tout le reste est meilleur. C'est comme ça. Ok. Et puis là-dessus, comme souvent, avant de passer, le studio s'est mis à bosser sur une suite, mais next-gen. Et donc, entre-temps, ils ont refilé la licence à un studio, un autre. Alors, du coup, la licence, elle était à qui? À l'éditeur ou au studio de dev? À Warner Bros. Ok, bah oui, logique. Ouais, Batman. Et du coup, alors c'était Warner Bros Montréal, je crois, qui s'en est chargé, qui a fait une préquelle. Je te dis, cette licence, c'est fabuleux parce que c'est vraiment le cas d'école de la génération PS3, tu vois, de la licence qui a été exploitée comme ça, de façon très industrielle. On fait 2 épisodes par un bon studio, le 3e est une préquelle qui apporte rien, fait par un autre studio en attendant que le studio principal bosse la vraie suite ambitieuse. Et c'est un jeu qui est très mineur, quoi, qui s'est pris des notes correctes à la sortie. On lui reprochait pas mal de bugs, ça c'est ce que je me souviens. Ah oui, je me souviens de... Oui. Voilà, mais c'est surtout un jeu qui apporte rien, qui ne fait... Là, pour le coup, t'es dans un 2.1, quoi. Je veux dire, autant le 1 et le 2, je vois vraiment très bien à quoi ils ressemblent, etc., le gameplay, autant le 3, aucune idée. Ah non, mais le 3, c'est un jeu qui est oublié, mais c'est oubliable, phénoménal. On te parle de l'impression. Mais ouais, oui, mais on te parle de la trilogie Arkham Knight, on enlève celui-là, quoi. Tu vois, on te parle de même sur les plateformes de vente, tu le trouves pas partout. C'est vraiment un truc, ce jeu-là, il est passé à la trappe. Alors je pense qu'il a pas fait de bonnes ventes, comment, celui-là, en plus. Arkham Origins. Ah ouais, c'est celui-là, oui. Voilà. Et si tu vois, par exemple, quand Epic a donné les 3 jeux Batman, ils l'ont pas mis dedans. Ils t'ont annoncé la trilogie Arkham. Bah non. Ah, il y en avait 4. Et il y avait que les 3 là, okay. Ouais. Donc bon, voilà, moi j'y ai pas rejoué, j'y avais joué un peu à l'époque et je confirme, quoi, c'était vraiment un 2.1 sans grande magie, qui est pas mauvais en soi, mais qui vaut pas tripette, enfin, c'est pas la peine. Si t'as envie de te prolonger l'expérience du 2, t'essayes de le compléter à 100% plutôt que d'aller sur l'autre, quoi. T'as de quoi faire dans le 2. Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai enchaîné sur Arkham Knight, qui est le 3e, qui lui est sorti beaucoup plus récemment. Le studio a quand même eu beaucoup plus de temps à travailler dessus. Qui est sorti sur Xbox One, PS4, PC en 2015. Donc t'as un changement de génération, t'as un changement de moteur, t'es plus sur la génération 3, tu passes sur le 4.
Et on reprend exactement le même truc que le 1 entre le 1 et le 2, c'est un plus. C'est tu prends tous les éléments du jeu et ils en rajoutent. Ils en rajoutent Par beaucoup. rapport auquel le 1, le 2, les... Par rapport aux deux. Ouais, tu prends ils ont amélioré chaque point de gameplay. Voilà. Mais là, moi, il y a un truc, c'est que la formule, elle a commencé à me perdre. C'est pas un mauvais jeu, c'est un très bon open space. Ah putain, je vais y arriver. Un open world. Ça, c'est le boulot qui déteint ça. C'est le boulot qui déteint, exactement. C'est un très bon open world, mais c'est plus le Batman que j'avais, quoi. Les combats, il y a plein d'options, mais il y en a trop. En gros, à force de pousser au taquet les trucs, et le sentiment de puissance du joueur, dans le premier Batman, Arkham Asylum, tu dépassais pas les 10 mecs, tu vois, en combat. C'était vraiment sur la fin que t'avais 10 adversaires en même temps. Là, moi j'ai fait des combats, j'avais l'impression qu'il y en avait 30 autour de moi. C'est Dynasty Warrior, quoi. Mais c'est exactement ça, et du coup, ton personnage est hyper rapide, il est capable limite de se téléporter d'un personnage à l'autre pour continuer ton combo, tu vois. Donc en gros, tu martèles encore plus le bouton que ce que tu faisais avant. Ils t'ont rajouté plein d'options d'infiltration, mais au final tu t'en sers pas. Il y a plein de passages que j'ai... Mais parce que ton personnage est tellement puissant que... Pas besoin. Enfin... T'as une option par exemple qui te donne très très vite, il te la donne dès le départ, où ça te permet, si tu t'approches d'un groupe de mecs sans avoir été repéré, tu peux en neutraliser 3 d'un seul coup. C'est énorme. Dans le premier et dans le 2, t'avais pas ça. Si t'arrivais à en neutraliser un discrètement, t'étais déjà content, quoi. Et du coup, sur toutes les phases d'infiltration, tu peux regrouper 3 mecs, sortir, les éliminer, te remettre à couvert, attendre que leurs potes viennent pour voir ce qui s'est passé, les exploser les 3 qui suivent, et recommencer ad vitam. Et du coup, cette partie infiltration est un peu cassée. Alors il y en a moins. Moi, j'ai moins ressenti. C'est un jeu qui te fait par contre beaucoup d'allers-retours. Enfin, là, t'es vraiment dans l'open world classique. Le moindre objectif qu'on te donne pour la mission, il est à pétaouchnok. Tu mets 5 minutes de balade pour y aller. Ça, c'est un peu chiant. Et c'est un épisode sur lequel ils sont très fiers d'avoir ajouté la Batmobile. Le problème, c'est qu'ils ont fait beaucoup de combats en Batmobile et qui sont... Franchement, c'est naze. Enfin, moi, j'ai pas... Il y en a trop. Au début, c'est sympa, mais... voilà. Et puis, c'est un jeu qui prend pas le temps de t'expliquer les choses, et surtout, tu sens... c'est le syndrome de l'open world, c'est que vu tu peux faire les objectifs dans n'importe quel ordre, le jeu passe son temps à te rappeler exactement quoi faire, à quel moment. Parce que, encore une fois, dans le premier, t'es dans un Metroidvania, quand t'arrives dans une pièce, tu sais pas comment passer à la pièce d'après, mais tu vas observer le décor, tu vas essayer tes gadgets, etc., pour trouver la combinaison de trucs qui fait que tu passes. Là, le jeu, il te donne pas cette possibilité-là, quoi. Ils arrivent, et puis t'as un dialogue qui va te dire « Ah, tiens, il faut que j'utilise la Batmobile pour shooter le truc, et me permettre d'ouvrir le passage pour m'infiltrer. » Il va te le dire, textuellement. Parce que il y a tellement d'options que tu peux passer à côté complètement de la bouche d'égout que tu voyais pas, ou je sais pas comment te décrire ça, mais c'est vraiment un jeu, t'as tellement de possibilités d'interaction avec le décor et de gadgets toi de ton côté, que oui, des fois trouver la solution toi-même aux énigmes qu'ils te proposent, c'est pas facile, et donc ils te la donnent. Ils attendent pas. Ils te disent ça montre qu'il y a eu il y a un vrai problème de game design. C'est pas tellement un problème de game design. Leur test derrière, ils se sont rendus compte que c'était pas évident, donc il fallait trouver une solution pour indiquer aux joueurs quoi faire. C'est ça, c'est qu'en fait t'es pas dans le même jeu, quoi. T'es plus dans un... C'est juste ça, le jeu est très bon, c'est juste que t'es vraiment plus du tout dans le même type de jeu. T'es dans un open world AAA de 2015, hyper assisté, alors pas désagréable, il est superbe, le jeu est absolument magnifique. Il est encore plus bavard que le 2, hein. Il y a vraiment un truc de fou. Et puis surtout, il y a eu un changement de ton et de direction artistique dans celui-là, c'est-à-dire que autant je trouvais que les 2 premiers étaient vraiment d'inspiration Burton comics, comme je disais, autant clairement le 3, t'es dans la période Nolan, où
t'es très réaliste, ou en tout cas sur la trame principale. Les quêtes annexes, ils ont un peu plus de liberté et plus de trucs un peu délirants, mais vraiment la quête principale, c'est du... Voilà, c'est les boss, c'est quoi? C'est des gros tanks mécaniques, machin, que t'affrontes en Batmobile. Tu auras pas vraiment le côté très délirant que t'avais dans les deux autres. Et c'est un tout petit peu dommage. Enfin, pour moi en tout cas. J'ai pas retrouvé la même ambiance. Et en plus, il y a un défaut, c'est que le méchant, là, pour le coup, au début du jeu, on te fait affronter un méchant qu'ils avaient créé pour le jeu. Et non, enfin, c'est la caricature du méchant de comics, tu sais, qui vient narguer Batman toutes les 15 secondes en disant Ah, je sais comment tu penses, la prochaine fois qu'on se croise. Ah, je vais te raconter mon plan. Je suis méchant. Voilà, c'est ça. Ça fait 15 fois que je le croise et que je lui cartonne la gueule, mais je sais comment tu penses, et cette fois, tu t'en sortiras pas. Bah si, gars, je vais m'en sortir. Enfin voilà, ça colle pas. Ça décolle pas mal, écoute. Moi, j'ai été très surpris par l'évolution, parce qu'au début, vraiment, je trouvais ça mauvais. Et au final, non, l'histoire prend petit à petit, mais le début est vraiment au pas de charge et pas très agréable. C'est un bon jeu, je peux pas dire le contraire, c'est vraiment... J'ai pas du tout me forcer, au contraire, j'y joue, j'ai envie d'y rejouer, tu vois, de finir le truc. Mais t'es vraiment dans une production calibrée, sans trop de surprises, quoi. C'est dommage. J'aurais préféré autre chose pour un petit supplément d'âme ou un peu de prise de risque. Voilà. Et là, celui-là, c'est Rocksteady qui l'a... C'est Rocksteady, ouais. C'est Rocksteady qui était revenu aux affaires et qui avait fait le truc. Et depuis, ils bossent sur un projet, on sait pas ce que c'est. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont sur Batman un truc... 5. Bah non, ils ont annoncé que c'était pas Batman. Ils ont annoncé que c'était pas Batman. Superman. Que c'est pas un jeu super... Non, ils ont annoncé que c'était pas un jeu Superman non plus. Aquaman. Bah, j'espère pas. Inserte un truc voilà. avant Man. C'est ça. Donc on verra. Alors, si par contre, bon, ok, tu vois, autant le premier, le 2, je l'ai rushé, je te dis, j'ai vu la fin à 30%, voilà, très bien. Là, le 3, quand j'ai fini la trame principale, il m'a annoncé que pour avoir la fin, en fait, il fallait que je finisse quasiment toutes les quêtes secondaires, quoi. C'est arnaque. Et ça, ouais, voilà. Sachant que, autre petit détail, là, pour le coup, j'ai senti l'obligation de grinder pour certaines missions. Il y a vraiment des passages où si t'as pas fait des quêtes annexes et que t'as pas exploré, que t'as pas chopé des points supplémentaires, tu vas bien souffrir dans les combats, quoi. Parce qu'il y a vraiment tu commences à avoir sur la fin des combinaisons d'ennemis qui font très 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 mal et très très vite. Donc ouais. Bah, c'est pas pour moi. Non, c'est vraiment un bon jeu. Non, je te dis, je parais comme ça, très très blasé, mais parce que c'est pas le même jeu, quoi. C'est marrant, hein, ce serait presque pour moi quand tu fais la trilogie, il a pas sa place dedans. C'est pas le 1 et le 2 se suivent très très bien. Bah, ils ont voulu faire une proposition, je pense que... Tu vois, je pense que si tu avais fait un jeu dans la même lignée que le premier et le 2, on l'aurait probablement accusé d'avoir fait un 2.5 et que c'est pas novateur, etc. Blablabla. Enfin, on les connaît, les rageux. Donc bon, écoute... Donc c'est une suite dans le scénario, parce qu'il reprend clairement la suite des deux premiers. Et il y a plein de trucs vachement intéressants dans la mise en scène. Toute la partie finale de la quête principale m'a scotché, tu vois, d'un point de vue narration. Autant le début, j'ai trouvé ça très mauvais, autant la fin, j'ai trouvé ça vachement bien. Je retrouvais ce que j'avais aimé justement dans le Batman 1, etc. Donc c'est un jeu qui a plein des très bonnes qualités et des défauts, mais les défauts classiques pour moi de cette génération de jeux. Et le fait que les open world comme ça, on en revient toujours au même, hein. Moi ça me morcelle l'histoire, et dans celui-là t'as même... Enfin, ça va vachement plus loin, c'est que t'as quand même des passages dans la trame principale où Alfred t'appelle en te disant « C'est bon, t'as fait un gros checkpoint, je pense qu'il y a d'autres affaires dans la ville qui nécessitent ton attention. » Il te le dit texto plusieurs fois dans le jeu, quoi. Fais des quêtes annexes, en gros. Mais tu vois, je pense aussi que ça c'est des problèmes, soit si c'est d'origine, c'est que c'est mal calibré, ou soit ils ont fait le jeu, ils se sont rendus compte que c'est mal calibré, et ils ont trouvé dire en disant
ouais, il faut que le joueur aille faire des quêtes annexes parce qu'il n'aura pas les capacités pour pouvoir continuer correctement. Ça, c'est des gros problèmes de calibrage au niveau de la difficulté et de la courbe de progression du jeu. Ouais, et puis en plus, du coup, les quêtes annexes, même si elles sont pas inintéressantes, elles sont quand même très répétitives. C'est souvent, tu sais, le même pattern. En gros, chaque quête a son propre mini-gameplay, quoi. Mais elles sont très répétitives entre elles. Si t'as 5 phases d'enquête, putain, c'est 5 fois la même chose, quoi. Ouais. Mais t'as un point que t'as pas abordé et qui me paraît quand même essentiel. Mhm. Est-ce que t'as Robin? Ah oui, alors, c'est la foire à la saucisse. Le troisième, t'as les 3 Robins, Et toi, Robin? Ouais, cherche pas. Bon, d'accord. Cherche. Toi-même, tu sais, t'as le remplaçant de Batman. Enfin, non, laisse tomber. En termes de lore, le 2, déjà, si t'étais perdu, celui-là, faut même pas y aller. T'as des personnages complètement obscurs Autant, tu vois, dans le 1, les personnages obscurs, ils étaient juste là en bonus pour les fans, pour ceux qui allaient chercher. Tu trouvais une cassette, un truc qui faisait une mention à un personnage, et c'était pas souligné. Autant là, c'est toute l'histoire principale qui est vraiment dérivée sur plein de persos comme ça, complètement... wow. T'as même Mad Bat, Voilà. c'est-à-dire la chauve-souris humaine, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais t'as vraiment des trucs... Ok. Ouais. Superbe jeu, magnifique, très bon open world quand on est habitué à ce genre de choses, mais pour moi, jeu beaucoup plus insipide Donc, que les autres. En résumé, si on peut revenir dans le passé, prenez le jeu gratuit sur l'Epic Game Store. Bah si vous les avez pris, ça vaut le coup surtout. C'est ça le truc, c'est que moi j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter qui disaient tiens, je les ai téléchargés, mais bon, je les lancerai jamais. J'ai envie de vous dire, faites-le quoi. Là pour le coup, c'est des super jeux. L'Epic Game Store, en offrant 3 gros jeux comme ça, c'est un super cadeau quoi. Oh, ok. Et sur PC, ça marche très bien. Bon bah écoute, merci, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Enfin, en tout cas, pour parler de 4 jeux en même temps déjà. Podcast, pas le temps de jouer. T'as le temps de jouer. Ouais. Ouais. J'ai été un mauvais père quoi. Les pauvres enfants, je vais appeler la DAS. Ok, bah écoute, merci Bruno. On va passer au deuxième segment sur Titanfall 2. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien, parce que je glace le sang et refroidis les humains. Freeze, dégivré, prends pas froid. Cooper, your Titan's standing by. Call it when ready. Stand by for Titanfall. Hello, Jack. Glad to have you back in one piece, BT. Over 25,000, actually. BT-7274 online and ready for combat. It is time to complete our mission. Ok, donc maintenant Thomas, c'est ton tour. Tu vas nous parler d'un jeu avec des titans. Ouais. Je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a quand même quelques temps, qui s'appelle Titanfall 2. Donc rien à voir avec les Batman précédemment, on va parler de FPS. Alors, pour situer un petit peu, Titanfall, c'est une série qui a commencé sur la Xbox 360, développée par Respawn Entertainment. Alors déjà, pour revenir sur l'histoire, Respawn est en fait le studio qui a été monté par les anciens de ces Infinity Ward. Mm-hmm. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc ces développeurs de Call of Duty, des Modern Warfare, c'est un peu eux quand même qui ont, on va dire, bien relancé le FPS militaire très scripté, très scénarisé. Et il y a une histoire en fait de gros sous avec Activision, où globalement les fondateurs du studio, Jaden West et Vince Zampella, qui en gros sont fait virer simplement par Activision. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé leur propre studio, donc Respawn. Et avec eux, ils ont embarqué quasiment l'intégralité des développeurs de chez Infinity Ward. Dommage pour toi, Activision. Sachant que Infinity Ward était un studio qui avait été fondé par Activision en volant ces mecs-là à Electronic Arts avant,
Enfin bon, c'est une histoire. Il y a un e-book qui est très bien fait sur le sujet, Oui, que je mettrai en lien dans le description. ouais, tu le mettras. Je voulais en parler, mais effectivement, c'est très intéressant. Surtout qu'au final, derrière, Respawn a signé avec Electronic Mais Arts. oui, cette histoire est géniale. C'est incroyable. Et alors, c'est fou, c'est qu'en plus, Activision s'est retrouvé avec un studio vide, puisque quand je dis que quasiment l'intégralité, il y a peut-être que 4-5 gars et 2 stagiaires qui sont restés. Ouais, c'est ça, ouais. Ils avaient voilà, les machines à café, quoi. Voilà, il y avait 50 personnes, il y en a 48 qui sont partis. Ouais. Mm. Et donc ils ont fondé donc Respawn pour EA ils ont développé une exclue pour la Xbox 360 qui était Titanfall. Alors Titanfall, le premier du nom, c'est un jeu qui était donc exclusif pour Microsoft et qui était un FPS multijoueur orienté compétitif. Et l'idée du Il jeu, était exclu Microsoft, le premier Titanfall ? il n'est sorti que sur Xbox et sur PC. D'accord, c'est parce qu'il était sorti sur PC, j'avais zappé, du coup. Voilà, donc tu pouvais l'avoir que par Origin sur PC et c'est sorti nulle part ailleurs. Donc jeu multi-exclusif et donc l'idée du jeu c'était qu'en gros il y avait une partie où FPS classique, les soldats qui se battent avec des classes différentes et tu pouvais faire appel à un titan, donc un énorme robot en fait dans lequel tu pouvais monter pour faire des combats en fait de titans. Le jeu d'ailleurs avait un peu été critiqué du fait déjà qu'il n'y avait pas de solo, que à partir du moment où tu étais dans un titan, les autres joueurs c'était un peu abusé. Enfin bon, c'était un bon jeu, mais avec certains de ses défauts, etc. Donc, Bah ouais, c'est... Bon, le premier Titanfall, il a... voilà. De toute façon, les jeux 100% multi... Enfin... Voilà, ouais, donc bref. On va pas s'éterniser sur celui-là parce que c'est pas celui-là qui nous intéresse, surtout c'est Titanfall 2. Qui est sorti donc en octobre 2016, donc suite directe. Et là, ils ont décidé de ne pas faire la même erreur, mais de faire un FPS solo et multi. Alors, c'est un jeu malheureusement qui n'a pas eu un succès commercial énorme, qui au final pour Electronic Arts c'est un peu une déception, même si le jeu s'est quand même vendu a priori à plus de 4 millions d'unités. Attends, ils l'ont sacrifié, Electronic Arts. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est que c'est un truc de fou. Ils se sont dit, ce serait peut-être pas mal de sortir juste entre Battlefield 1 et le Call of Duty Infinite Warfare. Ah, mais c'est ça, c'est que... Et avec une communication quasi inexistante, hein. C'était pas fou. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un échec, on comprend pas pourquoi. Les gars, enfin... Voilà. Bon, d'un point de vue commercial, ça prouve que si derrière il n'y a pas la marketing pour pousser le jeu, malheureusement... sur une licence pas connue, sur un jeu qui... Bon, enfin, tu y reviendras, mais... Enfin, ouais, non, il faut du marketing, malheureusement, sur les AAA, on le sait très bien. Ou alors, tu joues à la roulette russe, que... Surtout de la part d'Electronic Arts, surtout c'est que je pense qu'ils ont décidé de mettre tout le focus sur Battlefield 1. C'est ça. Et qu'ils ont sacrifié Titanfall 2 en disant, tant pis, de toute façon... S'ils se vendent, tant mieux, s'ils ne se vendent pas, voilà. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, ce serait intéressant de le savoir. Est-ce que c'est un problème de relation avec Respawn ? Est-ce que c'était considéré comme pas rapport à un projet majeur ? J'en sais rien. Ouais, ils auraient mieux fait de décaler la sortie de 6 mois, à mon avis, mais bon. Oui, voilà, et le pousser un petit peu aussi. Ce qui est d'autant plus étonnant que le premier Titanfall était un gros projet qui était supporté par Microsoft, mais voilà, c'était quand même, quand ça avait été annoncé, tout le monde était là, genre, putain, c'est le projet de chez Respawn, les anciens des Modern Warfare, donc ça pesait un petit peu. Et du coup, Titanfall 2, c'est un jeu malheureusement qui était assez méconnu et qui mérite à être connu, pour faire des phrases un peu comme ça, toutes faites. En gros, si aujourd'hui, si je pouvais simplifier, résumer avant même d'en parler, si vous cherchez un FPS solo de qualité, prenez Titanfall 2. Parce qu'il y a plein de trucs vraiment bien dans le jeu. Il y a vraiment, c'est un super jeu qui mérite qu'on achète. Moi, je l'ai acheté donc déjà sur Origin un peu. On est sur pas le temps de jouer, donc je l'ai pris pendant des soldes sur Origin. Je l'ai payé, je crois, 7€. Ouais, moi j'ai dû payer 5€ ou 10€. Voilà. Max. Quand il est en solde, il est donné. Donc en gros, alors déjà l'histoire, c'est quoi ? On est dans de la SF. Je reviens, c'est assez mal foutu. Alors, je veux le dire clairement déjà tout de suite au niveau de l'histoire. Moi qui suis un grand fan de science-fiction, qui lit beaucoup de livres, là je retrouve un peu ce que moi je considère être le syndrome FF13. C'est-à-dire qu'en gros, on te vend un univers qui a l'air sympa. Tu te poses des questions en disant qu'est-ce qui se passe, etc. Mais à aucun moment on te donne des réponses.
Voilà, c'est-à-dire que l'histoire est alors ultra bateau, je vais pas trop divulgacher, etc. Mais bon, Mais je pense que... pour moi, c'est clairement le truc qui m'a le plus gêné dans le jeu. Hein. Ah oui, non mais c'est mal foutu. Et la narration. La narration est mal foutue, l'histoire est ultra bateau, tu t'y attends, mais elle va venir mais de tellement loin. Les personnages sont caricaturales. Je veux dire, il y a un ennemi, c'est un Allemand qui porte de la fourrure avec un accent allemand, mais genre... Ah oui, dans son combat avec le Titan, là. Non, mais c'est... Voilà, en fait, on a affaire à une équipe de mercenaires. En gros, on joue une espèce de rébellion qui se bat contre une super méga corporation, qui veut prendre le contrôle de planète, et les autres veulent la liberté. Ouais, non, mais c'est... Enfin... Vu, revu, revu, etc. Mais tu peux toujours quand même faire des choses dans des choses connues, tu peux apporter des nouveautés, tu peux avoir de la bonne bah évidemment. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Tu joues bien sûr le rookie qui va se retrouver dans la merde et qui va devoir sauver la situation et montrer qu'en fait finalement t'es badass, etc. Voilà, comme je disais, déjà vu 100 000 fois, mais voilà, si je reviens sur l'histoire, voilà, les méchants, bah voilà, l'allemand, on est dans le futur, les Allemands sont toujours des méchants. Ok, pourquoi pas. Il aurait pu être français, ceci dit. Ça marche bien pour les Américains. Aux Russes, voilà, mais enfin, on tombe dans des caricatures finalement de mauvais cinéma ou de mauvais jeux en fait contemporains, mais retranscrits dans un milieu de science-fiction. Alors, donc, les mecs, vous n'avez rien compris à la science-fiction. En même temps, ils viennent de Call of Duty, alors... C'est ce que j'allais dire, voilà. Pas de jeu, les jeux apolitiques. Oui, c'est ça. Voilà, on en parlera une autre fois. Donc du coup, ouais, l'histoire, il y a plein de trucs qui vont pas. Le seul truc qui a une petite, on va dire, qui sort de l'ordinaire, c'est que finalement, les mercenaires contre qui tu te bats, à la fin, ils disent, mon client, en fait, mon employeur, il était tué ou je sais pas trop quoi, du coup, en fait, je m'en fous et je te laisse en vie, quoi. C'est un retournement de situation qui est pas fou, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Et franchement, je vous dis, je le cache pas, on nous a raconté ça parce que. Mais voilà, c'est pas un jeu que tu vas jouer pour l'histoire. Et pour revenir au syndrome, ouais, il y a quand même des trucs. Tu te dis, pourquoi je me bats, pourquoi sur cette planète. Il te parle d'événements qui sont passés dans le premier, parce qu'il y avait quand même un peu de lore dans le premier. Mais on t'explique jamais rien, et il n'y a rien qui est à ma disposition. Il n'y a même pas, je sais pas, des textes écrits, ou des hubs, etc. Non, des PNJ qui te parleraient. Rien. Ouais, non, comme je te dis, moi, c'est ce qui m'a fait décrocher du jeu. Moi, à aucun moment, je me suis senti impliqué, alors... Oui, c'est ça, c'est dommage parce que tu pourrais te dire, ouais, ok, je me bats pour quelque chose, mais à quel moment on va t'expliquer juste la base. En fait, tu sais même pas si vraiment t'es le gentil, j'allais dire en extrapolant un peu, parce que tu te bats pour une cause sans vraiment trop savoir. En gros, c'est juste la méchante corporation. Ok, mais c'est tout quoi. Mais bon, heureusement, c'est pas pour ça que tu vas y jouer. Ce qui est bien dans Titanfall 2, finalement, c'est tout le game design et tout le gameplay. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment excellent au niveau du gameplay, c'est vachement nerveux. La partie Titan, pour en parler, l'XP direct, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Non. Piloter le Titan, c'est cool. La première fois, t'as vraiment une sensation de puissance, les armes qui sont sympas. Mais en gros, ça se résume, quand tu pilotes le Titan, c'est les combats un peu de boss, de fin de zone, ce genre de choses. Et c'est tout quoi. Mais c'est pas là que l'intérêt du jeu, il est vraiment pas là. Quand tu joues le pilote, et c'est là qu'il y a vraiment tout le plaisir du jeu, c'est que le gameplay, il est vraiment nerveux. Il y a toute une gestion en fait pour courir sur les murs, de saut, de glissade, qui fait que quand tu attaques des ennemis, tu peux foncer dans le tas, faire des mouvements vraiment stylés, où tu peux sauter de mur en mur tout en tirant. Donc ça, c'est vraiment excellent. Il y a un passage à la fin, je pense que tu t'en souviens, quand tu récupères le pistolet à visée automatique, et que tu dois vite retrouver ton titan, et tu cours à travers des couloirs, et tu peux faire vraiment des mouvements extrêmement sympas. J'ai peut-être arrêté avant ça, tu vois. Ah t'as raté un passage quand même excellent. Je vous invite à aller voir ou chercher sur le Serekit Titanfall 2 dans YouTube, vous trouverez des séquences de gameplay. Et en fait, tu récupères un pistolet qui vise automatiquement les ennemis, ce qui est totalement abusé. Complètement. Sauf qu'en fait, là, tu as la musique qui part et en gros, on te dit il faut te dépêcher. Donc tu cours à travers des couloirs, tu fais des glissades au bout des couloirs, tu vises automatiquement les ennemis, tu recharges et tu as une sensation de puissance, etc. et de vitesse qui est vraiment super bien rendue. Et ça, tu l'as vu avant. Mais de toute façon, moi, ce que j'ai apprécié dans le solo, en tout cas, et j'en avais fait quand même pas mal, c'est t'as une obligation. Les combats sont très aériens par rapport à ce que t'as l'habitude dans les FPS militaro modernes. Tu vois les trucs. C'est comme tu dis, c'est très nerveux. C'est-à-dire que tu cours partout, tu cours sur les murs et t'es obligé de changer de position. T'es pas du tout dans la même logique.
T'es pas dans statique à te Voilà. dire, en fait, en te cacher avec un système de protection où effectivement tu vas être très lent dans ton combat. Là, pas du tout. L'objectif, c'est d'aller vite, te déplacer tout le temps et Oui, d'anticiper les ennemis. Oui, parce qu'en plus, il y a pas mal d'ennemis qui sont là pour te déloger et qui, je pense au droïde explosif, là, par exemple. Mm. Il y a pas mal de passages où tu peux vraiment pas rester planqué. Le jeu te montre que c'est pas du tout une bonne idée et que tu n'arriveras pas à franchir le niveau si tu restes caché derrière une caisse à attendre que ça passe, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. Oui, ça change parce que tous les autres FPS finalement sont ou même TPS d'action. Enfin, t'as une logique assez lourde où il n'y a pas cette sensation de mouvement rapide. Et le game design est fait d'ailleurs pour que tu te déplaces et avec des idées mais incroyables. Il y a 2 niveaux en particulier. Je suis sûr que tu sais Bien de quoi je sûr. parle. Voilà, il y a un premier niveau dans lequel en fait on va être dans une usine. Et en fait, tu comprends pas tout ce qu'ils font. Ils construisent une maison, etc. Et en fait, c'est très aérien. On se déplace de plateforme en plateforme. On monte sur des tapis roulants. On progresse comme ça sans trop comprendre pourquoi. Et à la fin, on se rend compte que tout ce qui a été construit avant sert à faire une arène de simulation de combat dans lequel tu es en fait le cobaye contre les ennemis. Et ça, c'est super. Enfin, c'est une super idée parce que c'est amené petit à petit et sans trop, tu te dis mais pourquoi ils font ça, etc. Alors qu'en fait, l'ennemi en fait simule des combats pour tester leur armement sur toi, quoi. Oui, et puis même le niveau, il est fou visuellement, quoi. Enfin, t'es vraiment dans une espèce d'usine géante avec justement où t'as tout qui tourne, tu perds tes repères parce que c'est comme tu dis, des maisons. Et tu te mets à marcher sur un mur ou un toit. Non, c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de verticalité dans ce niveau et c'est là où, d'ailleurs, j'aime bien dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui n'est pas qu'un FPS, il y a quand même pas mal de passages de plateforme à la Mirror Edge. On en revient à ce qu'on en avait parlé de Titanfall 2 quand je parlais de Mirror Edge, la boucle est bouclée. Parce que, t'as vraiment des passages de plateforme pure où tu dois enchaîner des passages. Oui, il y a beaucoup de passages où tu dois courir de mur en mur et sauter de plateforme en plateforme. Mais c'est bien rythmé, c'est-à-dire qu'il y a pas... C'est jamais trop, j'ai trouvé, moi. Non, c'est toujours... T'as une bonne continuité parce que une fois que tu as réussi à maîtriser ça, tu vas enchaîner les passages de combat et de plateforme naturellement, en fait. Ouais. Puis ça permet de varier le gameplay pour pas te lasser, quoi. Voilà, ça t'ouvre des opportunités aussi de combat. Tu peux très bien jouer en ne sautant pas, juste en strafant classiquement. Mais tu peux aussi décider de jouer avec le double saut, avec les courir sur les murs, genre de choses. Il y a plein d'options. Et il y a donc un deuxième niveau que j'ai trouvé encore plus fou, qui permet de voyager dans le temps, où on se retrouve du présent au passé et on enchaîne en fait. Quand on est dans le présent, on se bat contre des monstres dans un ancien laboratoire qui est en ruine. Et quand on retourne dans le passé, on switch à la volée. On se retrouve en fait dans un laboratoire qui est encore fonctionnel avec des soldats et on se bat contre les soldats. Et le jeu est bien sûr de switcher en fait d'époque en permanence pour en fait se déplacer et se retrouver à une bonne position par rapport aux ennemis dans chaque période. Mais c'est génial. Ce niveau est complètement fou. Et il m'a fait rire parce qu'il m'a rappelé un vieux FPS, alors je sais pas si tu t'en souviens, qui était fait par Raven Software, je crois qu'il s'appelait Singularity. Où en fait ils avaient construit tout leur jeu sur ce concept-là de voyage dans le temps, tu sais, de 2 époques. Sauf que eux, ils en avaient rien fait en fait. C'était un gimmick tout pourri, juste pour te bloquer des niveaux. Et tu vois Respawn qui arrive, qui reprend cette idée-là, que pour un niveau. Parce qu'en plus, voilà. Et en plus, c'est bien amené parce qu'au début, tu vois des images du passé sans interagir, jusqu'à ce que tu récupères l'objet qui te permet de voyager. Et là, entre guillemets, le niveau décolle en fait. Il y a toute une période un peu lente où on est dans la période en ruine du niveau. Et après, d'un coup, hop, ça accélère. Et c'est extrêmement frénétique parce que finalement, tu es en fait en difficulté en permanence. C'est ça. C'est les ennemis, ces espèces de monstres qui t'attaquent, t'as pas trop de munitions. Tu switches dans le passé, mais là tu te retrouves face à des soldats. Il faut retrouver des munitions, etc. Et c'est vraiment super bien fait. Et c'est qu'un seul niveau. C'est qu'un seul niveau, avec beaucoup de plateformes aussi qui utilisent cette mécanique. Et non, enfin, ouais, comme je te dis, quoi, c'est condensé, c'est bien foutu, et les mecs ce niveau-là est resté dans l'histoire des FPS, quoi, parce que c'est une des meilleures idées qu'on ait eues. C'est un des meilleurs niveaux que j'ai pu voir. Après, il y a pas mal de niveaux qui sont sympas, il y a d'autres qui sont assez classiques, pas incroyables, mais globalement, au niveau du game design, c'est plutôt bien réussi avec des fulgurances sur ces 2 levels qui sont vraiment assez exceptionnels.
c'est aussi pas mal beau. Enfin, moi personnellement, je trouvais assez beau comme jeu. C'est pas incroyable, c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu. Sachant que c'est du Source Engine bien modifié. Ouais, alors moi je sais qu'il a mis à mal mon PC vieillissant, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il a quelque chose. La direction artistique est réussie. Voilà. Voilà. Après, moi, je te dis, le problème du jeu, c'est son univers SF que je trouve assez générique sur plein de points, et ou du moins pas exploité. Et... Oui, non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt, c'est que c'est pas exploité, quoi. Mm. C'est pour ça que je dis syndrome FF13, parce que dans FF13, il y a un univers qui est assez intéressant, mais à aucun moment on te permet d'y toucher. Ouais, c'est ça. Et moi, qui lis beaucoup de SF, il y a des trucs, des bouquins que j'ai foutus dans un coin que j'ai oublié déjà, parce que justement, l'univers n'est pas expliqué. On te donne pas des clés pour comprendre ou t'intéresser. Et là, ils ont fait une histoire très générique. Et comme je disais, voilà, quand tu vois un des méchants, voilà, c'est vraiment ça, c'est le méchant, quoi. Il parle allemand. Ah, je suis le méchant et je vais le trouver quand je suis mercenaire. Ah, non, mais sérieusement, les mecs. Alors, moi j'ai joué en VO, j'imagine même pas la VF. Hein. En plus, je crois qu'il y a Joe Star qui fait un doublage dedans. Il me semble que le méchant, il a plus un accent russe que allemand dans la VF, mais je me mélange peut-être. Ouais, mais c'est pas un personnage principal, tu vois, mais moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu parce que je trouvais ça ridicule. De se dire que on est potentiellement 400 ans, 800 ans plus tard et que on va reprendre entre guillemets des gimmicks des années 90, tu vois. C'est enfin bon, bref. Mais non, mais. Effectivement, ça, voilà, pour moi, c'est raté la partie histoire, etc. Bon, bref. Visuellement, donc, à ce niveau-là, nickel. Il y a aussi un truc qui est très très bien et qui est essentiel pour les FPS, c'est le rendu des armes. Le Et feeling. moi je trouve que les armes, elles ont vraiment de la patate. Ça, ils savent faire. Voilà, ça ils savent faire vraiment chez Respawn. Il y a plein d'armes, et finalement tu t'en fiches un peu, plus ou moins des armes que tu récupères. Tu trouves toujours celles que tu préfères, mais elles ont vraiment de la patate, et t'as vraiment, quand tu tires, t'as vraiment l'impression que quand même t'as un impact. Pour moi, il y a que 2 studios qui sont capables de ce niveau-là d'un point de vue armes. C'est ID Software et Respawn. Ouais. C'est ce que je dis. voilà, le feeling. Ah, je crois qu'on a un invité. On a un invité surprise, oui. Oui, effectivement, il y a ID Software et Respawn qui sont vraiment été capables de faire des super rendus au niveau des armes, ce qui est pas évident, parce qu'un FPS dans les armes en fait sont molles. Ah bah c'est fini. Ça gâche tout en fait, le plaisir en fait. Donc bon, à ce niveau-là, c'est vraiment très bien fait. Alors le multi, j'en parle vite fait. Et le multi, donc j'ai joué un petit peu, c'est un peu compliqué parce que comme c'est un jeu qui s'est pas énormément vendu, il y a personne. Il y a peu de gens, il y a pas grand monde qui joue. Par contre, tu trouves des parties, c'est très nerveux, c'est vraiment très très fun. En fait, c'est le multi comme on aime, quoi. J'ai retrouvé le plaisir de jeu que je pouvais avoir dans des FPS, effectivement, il y a 15-20 ans. C'est vraiment bien fait. C'est juste dommage qu'il n'y a personne, quoi, en fait. Ouais, j'imagine. Voilà. Autre point aussi qui est bien réussi, la musique de Stephen Burton, qui est assez subtile, mais qui est assez marquante. La preuve, d'ailleurs, ça a été repris pas mal dans Apex Legends, qui est du coup une sorte de séquelle multi en fait. Ouais, la musique moi je la trouve, j'aime bien en fait. Je l'écoute des fois quand je lis des bouquins, etc. parce que je trouve que ça colle pas mal au niveau ambiance SF. Donc en fait, plutôt un super jeu, moi je trouve. Je trouve juste dommage qu'il n'y a pas de Titanfall 3 de prévu. Et c'est pas prévu normalement. Ah, il me semblait justement qu'ils avaient annoncé bosser sur. Bah, en fait, ils ont bossé. En fait, on savait pas trop sur quoi ils se bossaient parce que, en fait, Respawn, ils ont sorti Apex Legends, mais genre en mode. Ah, et les mecs, on a sorti notre Battle Royale. Donc, c'était un peu la grosse surprise du mois de janvier de l'année dernière, j'ai envie de dire. De cette année même. Oui, c'était cette année, Apex. Ouais, cette année, voilà. Ça passe. Du coup, j'ai cherché un petit peu. Il n'y a pas d'annonce officielle en tout cas. Ils bossent sur Apex. S'ils bossent sur du Titanfall 3, à mon avis, on n'est pas prêt de le voir. Bah, on verra parce que là, ils sortent leur prochain jeu qui est Jedi Fallen Order. Enfin, on s'en fiche. On verra bien. Et donc, je pense que s'ils font de la communication derrière, ce sera après la sortie de celui-là. On verra bien. Oui, je pense que de toute façon, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, quoi.
Donc, On verra. en tout cas, voilà, bon petit jeu, bien sympa, qui coûte pas cher en plus. Allez-y, quoi. Oui. Franchement, Ouais, moi j'ai passé un bon moment aussi sur la campagne, même si je l'ai pas fini, Ouais. comme je dis, mais parce que je suis un vieux con très... Enfin, ouais. Des fois... bah, prends le temps. T'as réussi à finir les 4 Batman, tu peux prendre 1 heure pour finir. Non, mais des fois, je sais pas comment je fais pour prendre le temps sur certains jeux et pas sur d'autres. Hein. Mais... Oui, ça, faudra que tu m'expliques un peu. Mm. Voilà, bah du coup, voilà pour moi Titanfall 2. On va passer à Noroko, coup de gueule et coup de cœur. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Allez, on passe au Rocco, coup de gueule, coup de cœur, un peu le vrac. Bon alors, t'as des trucs qui t'ont plu, qui t'ont déplu ce mois-ci? Alors, je vais surtout parler rapidement de... T'as l'air motivé. Ouais, bah, c'est un sujet difficile. Je vais parler de 2 jeux auxquels j'ai joué, qui sont 2 jeux assez courts, 2 jeux à ambiance. C'est Abzu et Inside. Alors, rapidement, Abzu, c'est par le directeur artistique de Journey. Et donc, malheureusement pour le gars, il s'est fait toujours comparer à Journey, parce que, bah, forcément, quand t'as une partie de l'équipe qui fait un nouveau projet de jeu dans le même genre, hein, parce que clairement, c'est un jeu où tu fais pas grand-chose, tu te balades et puis tu admires le paysage. Et c'est moins bon que Journée, quoi, tout simplement. Tu sens qu'il n'y a pas le degré de finition que tu pouvais Et avoir. c'est Zad Game Company qui l'a développé? Non, il a monté un autre studio à côté. Mais c'était qui Genova Shen, le mec qui avait monté justement Journée ou... Non, c'est pas Genova Shen. Genova Shen, c'est le fondateur de Zad Company, Ouais. et là, c'était le directeur artistique. D'accord, le directeur voilà. artistique, ok. Et le jeu est pas désagréable, mais il a pas l'épure et la maîtrise incroyable qu'avait The Journey dans les... Voilà. Après Journée, c'est un truc qu'ils ont fait sur itération, enfin c'est une Mais expérience bien de sûr. 2 heures et ils ont développé ça sur plusieurs années. Donc, Mais c'est ça. Et là, tu sens qu'il n'y a pas eu ce polish là, quoi, tout simplement. Donc, c'est plus donc que le jeu est... c'est plus que du polish cette journée. Enfin juste C'est pour vrai. dire que c'est vraiment un jeu totalement à part, à mon avis. Ah oui, complètement. Qui est difficile de comparer à d'autres jeux, effectivement, en ambiance. Mais bon. Non, mais je suis assez d'accord. Sauf que malheureusement, comme je te dis, Abzu se fait toujours comparer à Journée, puisque c'est son proche cousin, quoi. Et c'est pas mauvais en soi, mais voilà. Vraiment, quand t'as joué à The Journey, Abzu, bon, voilà. Et ensuite, j'ai fait... Jouer à Journée, il est sorti sur PC. Ben, c'est ça, bien sûr, exactement. C'était ça, en fait, le message. Et ensuite, j'ai fait Inside. Inside, alors, c'est le même studio que c'est Playdead qui avait fait Limbo. Mhm. Alors, j'ai pas joué à Limbo, parce que c'était un jeu qui avait eu des échos de tout ce qui me plaisait pas, en fait, du die and retry absolu, voilà. Ouais, moi je l'avais à fait, l'époque. bon, c'était sympa. Et Inside, alors, la première heure, j'étais sur le cul tellement le jeu est fou. Voilà, c'est graphiquement, l'ambiance, incroyable. J'étais pas prêt, mais vraiment. C'était un jeu qui m'a interpellé sur toutes les thématiques que j'adore dans les jeux vidéo, tu sais, sur le rapport, la violence, enfin, qui te mettait mal à l'aise, qui te donnait pas... T'es un petit garçon, en fait, qui court dans la forêt et qui est pourchassé, t'as aucune force, tu peux pas t'en sortir, t'es obligé de t'enfuir. Comme Limbo. Mais sauf que, je sais pas encore une fois comment était Limbo, mais là, Inside, c'était d'une maîtrise vraiment incroyable. Tu crevais, mais c'était pas des morts... en général, tu meurs 1 ou 2 fois, puis tu comprends le truc et tu passes, quoi. Tu vois, il y avait pas de difficulté de prise en main, et surtout, un boulot, mais sur le graphisme, il y a rien hein, dans le jeu. C'est ça qui est fou. T'as 3 aplats de couleurs, mais t'as une ambiance qui se dégage de ça. Fou. Voilà. Et je trouve qu'en fait le jeu sur la durée se perd un peu. C'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que autant j'adore toujours graphiquement et les ambiances qu'il est capable de poser, autant justement tu vas vite tomber sur un jeu en fait, sur du gameplay. Or ce que je trouve dans ce journée, ce qui marche très bien, c'est que c'est un jeu qui, comme je disais, est très épuré et il n'y a pas vraiment de gameplay, ou alors il est d'un naturel complètement absolu. Enfin, oui, dans Journée, il rajoute pas du gameplay pour rajouter du gameplay. Et si le gameplay ne sert pas l'histoire et l'expérience, il n'a pas sa place. C'est ça, alors que Inside, c'est plein de petites énigmes qui donc du coup... Alors c'est un jeu énigme, tu retombes sur les Another World ou Flashback, tu vois, de l'époque. Pour moi, c'est plus le fils de ça. Avec
Mais alors du coup, ils ont greffé toute une ambiance hyper oppressante, hyper flippante et qui te fait te poser plein de questions, mais là pour le coup ils te donneront pas de réponse. Donc c'est un peu bizarre comme jeu. Je pense qu'il faut y jouer parce que je pense que tout le monde peut mettre ses angoisses derrière ce que te montre le jeu. Et encore une fois, ne serait-ce que pour la partie artistique et le rythme qu'il arrive à mettre, c'est un jeu incroyable quoi. Enfin, il y a vraiment des scènes qui te mettent mal à l'aise, et comme je te dis, avec 3 couleurs, un dégradé de fond et un jeu de lumière, mais tout est parfait, graphiquement tout est parfait, c'est incroyable. Incroyable. Un boulot de malade. Dans le minimalisme, j'ai jamais vu ça. Donc il faut y jouer. Inside, il faut y jouer. Ça dure 4 heures. Attendez-le en promo à 2, 3, 4, 5 euros. Ou l'acheter plein de tarifs aussi pour que les développeurs... Ou l'acheter plein de tarifs. Après, il y a plein de gens, tu sais, c'est tout. On en revient au débat de la dernière fois. Il y a plein de gens qui vont gueuler en disant que c'est 20 euros pour 2 heures ou 3, ça fait chier. Honnêtement, voilà, moi je m'en fous, mais si vous en êtes là, achetez-le en solde, c'est pas grave. Mais il est vraiment très très bon, quoi. Ok. Voilà. Et toi ? Écoute, alors je vais revenir rapidement en fait sur FF14 Shadowbringers, parce que mais très rapidement, en gros je l'ai fini, et c'était pour dire que j'ai rarement été aussi très agréablement surpris par un DLC sur FF14, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'écriture qui est vraiment au-dessus de tout ce qui a été fait précédemment, en termes d'ambiance, en termes de direction artistique, etc. Ils ont fait un super boulot, donc là, je voulais dire que chapeau à Square Enix et à la team de FF14, donc voilà, c'était rapide, hein, juste pour dire, voilà, c'est super. Mais sinon, j'ai eu tout un gros coup de gueule en fait. Un truc qui s'est passé il y a quelques semaines, je pense que tu as dû voir aussi, c'est la situation avec Blizzard suite donc à l'exclusion d'un joueur de la Ligue Hearthstone, parce qu'en gros il a montré son soutien aux manifestations d'Hong Kong. Donc il s'est pris 1 an de suspension, suppression de tous les gains qu'il avait eu pendant la saison, et le licenciement des 2 casters qui l'ont interviewé. Bon, ils sont revenus là-dessus depuis. Mais... Alors, ils sont revenus là-dessus depuis. Alors, effectivement, il y a déjà eu d'abord la déclaration du CIO de Blizzard qui a dit en gros, nous on prend pas ce cas de politique, donc s'il y a du politique, c'est sanction et quel que soit ce qui est dit, et en gros c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors bien sûr, on sait très bien que bref. Voilà, bref, le shitstorm bien sûr a explosé parce que plein de d'autres joueurs etc ont dit c'est dégueulasse, voilà, vous préférez en fait finalement garder la thune et vous mettre bien avec l'État chinois, et puis au final la démocratie vous assied dessus. Du coup, ils sont revenus un peu dessus en disant non, ça sera finalement que 6 mois, il pourra garder ses gains, les casters, ils vont être suspendus, mais ils seront réintégrés derrière, etc. Moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, déjà, Blizzard, Activision, et donc en actionnaire Tencent, 5%. Donc bon, et le marché chinois pour eux, c'est bien sûr un énorme marché. C'est surtout ça, oui. Voilà. Et donc moi, ce qui me pose problème, c'est finalement, on est dans une espèce de série en fait, parce qu'il y a pas. C'est pas que Blizzard en fait. Au même moment, on a eu le cas de la NBA, donc avec le patron d'une équipe qui a dit en gros soutien aux manifestants de Hong Kong. Bien sûr, la NBA, le marché chinois étant énorme pour eux, ils ont tout de suite dit nous, on soutient pas du tout le mec ce qu'il a dit. On est, excusez-nous les fans de NBA en Chine. Bien sûr, ce qui a déclaré un gros shitstorm derrière. Et donc finalement, c'est un peu cette logique qu'on voit finalement de l'entreprise, parce que bon, c'est valable dans le jeu vidéo, mais ailleurs. Finalement, où le business, c'est le business, quoi. Et après, du coup, ils se prennent une grosse merde parce qu'ils oublient que ils ont aussi une énorme masse de clients en Amérique du Nord et en Europe, et que quand tu t'assois sur les droits de l'homme, ce genre de choses, il y en a qui, à plein, ça passe pas. Et ils sont dans une situation totalement intenable où ils sont obligés de dire on est désolé, vous inquiétez pas, on est pour la liberté d'expression, il n'y a pas de problème, mais en même temps, fermez vos gueules quand même un peu, quoi. Donc c'est très drôle maintenant de voir effectivement sur les streams de Twitch officiels Blizzard, de voir des mecs qui arrêtent pas de spammer Free Hong Kong, etc. Et les pauvres modos qui passent leur temps à bloquer et à ban des gens, quoi. Et la BlizzCon va être très sympa. Ça va être très sympa. Et de constater, de voir à côté, par exemple, Tim Sweeney de chez Epic, qui se fait prendre sur une discussion sur Twitter un peu informelle en disant
ça se produira jamais chez nous. Si on nous demande de choisir, ben on choisira la liberté d'expression et fuck le reste, quoi. Après, bien sûr, cela n'engage que ceux qui croient à ce genre de discours. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais quand tu as 40% de ton investisseur qui s'appelle Tencent chez Epic, c'est plutôt couillu, je trouve, quand même, de sortir ce genre de truc-là. Il l'a dit parce que pour l'instant, il a la majorité de blocage, etc. Mais bon. Oui, et puis en même temps, il faut être réaliste à un moment. C'est dire Tencent, s'ils ont des billes dans Epic, c'est parce qu'Epic rapporte beaucoup d'argent. C'est ça. C'est pas dans leur intérêt de se retirer. D'ailleurs, ils ont rien dit, il s'est rien passé suite à ça. Enfin, en tout cas, j'ai cherché pour voir si je trouvais des conséquences à ce qu'il a dit. J'ai rien vu. Ouais, Parce que pareil, le business, c'est le business. Et donc en fait c'est une question de position de force. Blizzard là, eux ils disent il faut qu'on garde le marché chinois et donc on peut pas se retrouver demain à perdre un énorme marché. Et je trouve ça moi c'est minable parce que finalement ils prennent des décisions et après ils reviennent en arrière en disant non mais voilà on est désolé, voilà. D'un point de vue communication, c'est un cas d'école de la nullité. Et surtout quand on voit de l'autre côté effectivement Epic qui a surfé au niveau com, du coup a fait la déclaration de Tim Sweeney sur ça, qui derrière enchaîne très bien sur la saison 2 de Fortnite. Bon. Et moi je trouve, pour un peu développer sur le cas de Blizzard, c'est une société que j'étais fan il y a des années et qu'aujourd'hui je suis presque arrivé à détester parce que je trouve qu'ils ils ne sortent quasiment plus rien, ils vivent sur leur licence. Le cas par exemple WoW Classic, je peux comprendre le délire derrière pour certains joueurs, etc. Mais je trouve que c'est un tel aveu d'échec de se dire on va ressortir nos vieux jeux tels qu'ils étaient à l'époque. C'est Valve. Mais Valve, mais Valve, tu vois, encore, eux, ils ont sorti Steam, ils vivent de Steam aujourd'hui, c'est plus un studio de jeu, ils font autre chose. Blizzard, ça reste un studio de jeu, mais aujourd'hui, qui vit de ses licences, qui partit sur l'e-sport à fond. Parce que c'est pareil, il y a des choses quand même qui sont sur l'Overwatch League, il y a des choses aussi au niveau des équipes, etc. Et des questions de fonctionnement qui sont ils sont professionnalisées, c'est très bien aussi. Mais c'est plus du tout la même boîte que c'était avant, je trouve que... Mais de toute façon, tu touches du doigt un truc qui est intéressant. C'est quand t'es fan de quoi ? D'une société ? Non mais ça c'est ridicule, tu es fan des jeux qui développent, t'es fan des développeurs, de ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous on était fans des mecs qui ont fait Diablo 2, qui ont fait StarCraft Brood War, StarCraft 2. Aujourd'hui, ces gens-là, je sais pas s'ils sont encore là, quoi, parce que... Non, ils sont plus là. Hearthstone, c'est pas ma cam, Overwatch, c'est pas ma cam aussi. WoW, c'était pas non plus ma cam, voilà, il y a pas de problème, j'étais fan d'autres jeux qu'ils ont fait, mais aujourd'hui, Blizzard, je trouve que communication, mais horrible et complètement ratée. Enfin, la BlizzCon, comme tu dis, ça risque d'être très drôle de voir ce qui va se passer, quoi. Parce que, comme tu dis, fan c'est fanatique, c'est des gens qui vont être très durs avec Blizzard. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, les fans qui ont tellement été déçus de leur comportement, ils n'hésitent pas à le dire. Et, c'est très décevant en fait. Mais bon, voilà, il faut pas être naïf non plus. Le business, c'est le business aussi. Je digresse un petit peu, mais par exemple, si les gens qui sont curieux, il y a un thread sur Reddit qui liste toutes les entreprises occidentales qui se sont assises sur la liberté d'expression ou Taïwan ou Hong Kong parce que le gouvernement chinois simplement leur ordonnait, donc les compagnies aériennes qui ont dû modifier leur cartographie, ce genre de choses. Voilà, le business c'est le business, mais quelque part, moi en tant que profondément démocrate, européen, etc., il y a des choses, tu vois, ça, demain si Blizzard me disent on annonce Diablo 4 ou je sais quoi, ou StarCraft 3, peut-être que je dirais désolé les mecs, mais vous êtes plus la boîte qui faisait les jeux que j'appréciais quand j'étais plus jeune, quoi. Voilà, donc... Mais de toute façon, le discours, de te dire apolitique, voilà. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est intenable parce que tu peux pas dire en même temps je veux manager un public, un marché et un gouvernement tout en même temps manager mon autre public, mon autre marché. Non, c'est incompatible. À un moment, il va falloir faire un choix, les mecs. Soit vous êtes officiellement des mecs qui décident que l'argent est plus important que le reste et vous asseyez sur certaines valeurs. Ou alors vous dites non, on a des valeurs et si on nous interdit dans tel pays pour X raison, très bien, on sera interdit, mais c'est pas grave, quoi. Et rappelle-toi que la personne qui te dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, c'est qu'elle est de droite. Ouais. Voilà. Un jour, je pense qu'on fera un spécial jeux vidéo et politique. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Oui. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, je pense, parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu un média tellement
mainstream et tellement parce que j'avais un autre sujet mais qui est trop compliqué à parler sur toute la partie Gamergate, etc. C'est pas un sujet que tu peux attaquer comme ça Non. en 5 minutes. Mais un jour on pourrait faire hors série effectivement de se poser la question en fait de l'influence économique, politique, etc. dans le jeu vidéo. Puisque t'en parles, il y a un article dans Canard PC qui est passionnant là-dessus. Tout à fait. Sur L'évolution. l'évolution. Ah, désolé. Non, mais tu fais bien. Qui justement montre l'évolution des communautés gamers et leur récupération par des fascistes, parce qu'à un moment il faut dire les bons mots. Et c'est passionnant parce qu'en gros, les gamers étaient un territoire fertile, c'était des territoires proto-fascistes. Et c'est vachement intéressant Oui, il faut lire cet article. Super article. Très très bien. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il y a toute chose à développer là-dessus sur le sujet. Ouais. Mais voilà, ça nécessiterait quasiment un épisode à part entière hors série. Après, on n'est pas forcément des experts. Je sais qu'on a des points de vue similaires, mais voilà. Mais je suis pas content. Et je te comprends. Ouais, non, mais ça m'énerve. C'est des choses qui m'énervent. Voilà. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Et du coup, le mois prochain, tu pars de Nier Automata ? J'espère parler de Nier Automata. Parce qu'il faut en parler de Nier Automata. Surtout que là, mardi 29 octobre, au moment où on enregistre, sort la mise à jour 5.1 pour FF14, dans lequel il y aura un partenariat avec Nier. Donc il y aura un raid 24 donc, dans l'univers de Nier Automata. D'accord. Qui s'annonce a priori plutôt pas mal et avec une musique. Ah bah la musique de Nier, de toute façon. La musique de Nier, même si vous n'avez pas fait le jeu, la musique de Nier elle est incroyable. Ils ont fait des mélanges de voix, etc. Je vais pas trop en dire, mais c'est. C'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux. Mais en même temps, j'ai été pris, tu vois, là, j'ai continué un peu Bloodborne, etc. Donc voilà. Bref. Oui, tant mieux. Voilà. Bon, bah écoute, je te dis au mois prochain. Jouez bien, même si vous n'avez pas le temps de jouer. Essayez quand même. Ouais, c'est quand même. On y arrive. Si avec 5 enfants j'y arrive, vous y arrivez. Voilà. Allez, à plus, au mois prochain.